Dans le premier épisode de cette saga, nous avons vu comment un 31 décembre 1965, le président centrafricain David Dacko est renversé par son chef d'état-major, un certain Jean Bedel Bokassa. Le putsch se déroule dans un contexte bien particulier. L'État centrafricain est en décadence. Il manque de liquidité, mais surtout de leadership. Le président Dacko est déprimé et ne sait plus quelle orientation donner à son pays. Son pays a des problèmes de sécurité aux frontières et il reçoit de fortes pressions de la part de certains membres de son parti, le MESAN, et il reçoit aussi des pressions de la part de la France qui n'a pas du tout apprécié son rapprochement avec la Chine populaire. Le 1er janvier 1966, Bokassa est désormais le nouvel homme fort de la Centrafrique. La population centrafricaine accueille le coup d'État de Bokassa dans la joie. Enfin, plus ou moins. Il faut dire que David Dacko était devenu très impopulaire et son régime était répressif. Dès son arrivée au pouvoir, Bokassa procède à l'épuration du gouvernement de Dacko. Certains dignitaires qui ont servi dans le régime de Dacko sont raflés, fouettés puis envoyés en prison, tandis que d'autres sont éliminés. David Dacko va pour sa part être assigné à résidence pendant près de 3 ans. Le fait que Bokassa ne soumette pas Dacko à une justice expéditive est d'ailleurs interprété par les Centrafricains et les pays extérieurs comme le signe d'une certaine retenue, d'une certaine modération de la part du nouveau régime. Il faut savoir que les Centrafricains étaient certes effrayés par ce nouveau régime, mais ils croyaient vraiment en Bokassa. Sa politique en ce début d'année 1966 est populiste. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel? L'intérêt national prime le sentiment familial. Bokassa veut tout changer. Il veut mettre fin à la corruption, il veut mettre fin à la pauvreté. Il va se lancer dans tout un tas de réformes. Il décrète des mesures pour assainir les mœurs. La polygamie, l'excision et la dot sont supprimées. Les manifestations de tribalisme et de racisme sont considérées comme une atteinte à la sûreté nationale. Il crée une commission chargée de vérifier tous les comptes du pays, etc. Bokassa veut sortir les Centrafricains du sous-développement. Le mot d'ordre pour tous les Centrafricains en cette année 1966 est le travail de la terre. Bokassa, lui-même passionné d'agriculture, se lance dans la culture de ses propres champs. Le 16 juin 1967, il promulgue le texte officiel de son projet de redressement économique, un projet qu'il appellera l'Opération Bokassa. L'Opération Bokassa est avant tout une réforme agraire, le coton étant la principale ressource du pays. En 1970, la Centrafrique enregistre sa meilleure récolte, 58 000 tonnes de coton-graines. Plusieurs autres secteurs de la vie économique vont connaître des progrès, notamment le café et le diamant. Des industries vont aussi naître. Malgré ses premiers succès, l'opération Bokassa va déboucher par un échec économique monumental. Mais bon, on y reviendra. Pour comprendre ce qui va suivre, il est important de se plonger dans le contexte géopolitique dans lequel se trouve la Centrafrique au moment de la prise de pouvoir de Bokassa. Bokassa prend le pouvoir 5 ans après que la Centrafrique soit devenue indépendante. Mais l'indépendance de la Centrafrique, comme celle d'autres anciennes colonies françaises en Afrique subsaharienne, est une fausse indépendance. Car la France fait signer aux chefs d'État africains des accords économiques, politiques, monétaires et militaires ayant pour but de maintenir sa domination sur ses anciennes colonies. Un système occulte et opaque naît alors entre la France et ses anciennes colonies. C'est ce qu'on appellera la France-Afrique. La France-Afrique est une sorte de système politico-financier établi entre les élites françaises et les élites africaines.
Un système qui se fait dans l'intérêt de ces deux élites au détriment des peuples africains. C'est le secrétariat général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches qui est chargé de piloter ce système occulte. Il est dirigé par un certain Jacques Foccart. Foccart est celui qui connaît le curriculum vitae de chaque président africain, son origine ethnique, son entourage proche, sa femme et souvent même le nombre de ses enfants. Bref, grâce au réseau occulte qu'il a réussi à mettre en place, il est très bien renseigné. Il est aussi celui qui va convaincre le général de Gaulle d'accepter la prise de pouvoir de Bokassa. Depuis sa prise de pouvoir, Bokassa est en quête de respectabilité politique et de la légitimation extérieure de son pouvoir. Les chefs d'État africains n'apprécient pas son coup d'État. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1966 que le président Tombal Baye du Tchad et le président Ahidjo du Cameroun finissent par lui montrer leur soutien. Du côté de la France, ça prend du temps. De Gaulle méprise Bokassa. Il ne comprend pas cet amour filial que Bokassa lui voue. Bokassa était convaincu qu'il était le fils adoptif de Gaulle. Certains historiens expliquent cette affection par le fait que Bokassa était à la recherche d'un père, à la recherche d'un modèle, car il avait perdu ses parents très tôt. Bokassa, l'ancien soldat français, avait trouvé une nouvelle famille en l'armée coloniale française. En De Gaulle, il avait vu une figure paternelle. En novembre 1966, Bokassa est reçu par De Gaulle à Paris. Pourquoi? Parce que Bokassa menaçait de créer sa propre monnaie et avait déjà fait imprimer en Allemagne quelques billets de banque à son effigie. En fait, Bokassa faisait tout simplement chanter la France. Il était en quête de reconnaissance politique, mais aussi de soutien financier. Il savait que la France ne pouvait pas permettre à la Centrafrique de sortir du franc CFA. La sortie de la Centrafrique de la zone franc aurait été un coup dur pour la France. Cette sortie du franc CFA aurait pu engendrer la fin de l'influence que la France avait dans son précaré, surtout si d'autres pays africains décidaient d'emboîter le pas à la Centrafrique. Tout au long de sa gouvernance, Bokassa aura souvent recours au chantage pour faire plier Paris, afin d'obtenir des faveurs ou des aides financières censées redresser l'économie centrafricaine. C'est en 1969 que De Gaulle va finalement considérer Bokassa comme un chef d'État à part entière. Le 2 mars 1972, Bokassa est proclamé président à vie lors du congrès du parti unique, le MEUSAN. Les critiques fusent dans la presse internationale, mais Bokassa s'en moque. Vous vous demandez certainement comment il en est arrivé là. Dès sa prise de pouvoir, Bokassa s'assure que tout le pouvoir politique se concentre entre ses mains. En janvier 1967, il cumule la fonction de président de la République, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Comme si ça ne suffisait pas, il devient membre de l'UGTC, l'Union générale des travailleurs centrafricains, la seule organisation syndicale du pays. Le but de Bokassa est d'asseoir son autorité dans tout le pays et de museler le syndicat. Bokassa est très habile quand il s'agit de manipuler la masse populaire et il ne supporte aucune contradiction ou contestation. Il est prêt à en découdre avec quiconque représente une menace pour la stabilité de son régime. Le régime va sombrer dans une violence inouïe. Le destin tragique de Banza m'a le plus frappé. Souvenez-vous du lieutenant-colonel Alexandre Banza, l'individu qui a orchestré le putsch de la Saint-Sylvestre. Après le coup d'État, Banza devient le numéro 2 du régime. Il est aussi ministre d'État chargé de l'économie. Banza est un type honnête et travailleur. Il veut le développement économique de la Centrafrique. Il veut mettre fin à la corruption. Mais Banza n'apprécie pas certaines décisions que Bokassa a prises dans le domaine de l'économie. Il n'apprécie pas non plus le fait que la lutte contre la corruption ne semble plus être au cœur de la politique de Bokassa. Des tensions vont naître entre les deux hommes. Le 12 avril 1969,
Banza est effroyablement éliminé par Bokassa et ses sbires après avoir été accusé d'une tentative de coup d'État. La disparition de Banza va déclencher le durcissement du régime. La délation, les trahisons, les assassinats politiques, les emprisonnements et les tentatives de coup d'État seront la marque de fabrique du régime de Bokassa. De nombreux assassinats ont été automatiquement imputés à Bokassa. Pourtant, il n'était pas toujours le commanditaire de ces éliminations. Certains militaires, ministres ou hauts fonctionnaires profitaient souvent du climat anarchique qui régnait en Centrafrique pour régler leurs comptes. Bokassa n'a pas commencé à accumuler l'argent et les biens publics aussitôt après son arrivée au pouvoir. Au contraire, il vit de façon très sobre après sa prise de pouvoir. Sa préoccupation est le développement économique de son pays. C'est à partir de 1970 que Bokassa se lance dans l'affairisme et le pillage de la Centrafrique. Bokassa ne se permettait pas des débordements sur le plan financier du vivant de Banza, parce qu'il redoutait et appréciait l'intégrité et la franchise de Banza. Bref, après la disparition de Banza, bienvenue la gabegie financière. Des conseillers français venus travailler en Centrafrique vont participer à cette gabegie. Les dignitaires du régime centrafricain vont aussi participer à cette gabegie financière. Il y aura une minorité de conseillers français et certains centrafricains qui vont combattre le pillage des ressources du pays, mais ils ne réussiront pas. Le système était trop pourri. L'opération Bokassa, le projet de rétrécissement économique, finit par échouer, car l'économie centrafricaine ne va pas supporter l'avalanche de réformes économiques que Bokassa va lancer. En 1976, Bokassa décide de s'autoproclamer empereur d'un pays qui traverse de graves difficultés financières. Avant de vous parler de ce fameux couronnement qui a défrayé la chronique, il faut que je vous explique comment Bokassa a réussi à se maintenir au pouvoir jusqu'en 1976. Bokassa a un ascendant psychologique sur le peuple centrafricain. Il a réussi à incarner l'image du père de la nation dans l'esprit des Centrafricains. Les Centrafricains l'appellent Papa Mbok, en d'autres termes, Papa Bokassa. Pour contrôler ses adversaires, il a un service de renseignement bien ficelé. Et pour limiter les risques de putsch, il a affaibli son armée. Les militaires n'ont pas de munitions. Bokassa n'a confiance qu'en sa police. Une police composée à 95% de Baka, une tribu centrafricaine. Bokassa est un Baka. Il a fait ce que de nombreux présidents font en Afrique, c'est-à-dire s'entourer de ses frères de tribu. Entre frères de la même tribu, on se soutient, du moins en général. Bokassa ne se maintient pas seulement au pouvoir par la peur. Il a une alliée de taille, la France. Bokassa a été longtemps dépeint par les médias comme une marionnette de l'Occident, mais surtout comme une marionnette de la France, car il a souvent montré un attachement excessif pour ce pays et sa culture. Un des événements qui ont contribué à percevoir Bokassa comme un chef d'État soumis à la France est celui-ci. Bokassa en larmes aux obsèques du général de Gaulle, son père. Il était inconsolable. L'image a fait les choux gras de la presse française. Mais Bokassa était-il réellement une marionnette de la France? Peut-être pas. Voyez-vous les amis, dans les années 60 et 70, nous sommes en pleine guerre froide. Bokassa joue beaucoup sur la lutte que se livrent les pays du bloc de l'Est et les pays du bloc de l'Ouest pour faire avancer ses propres intérêts. Quand la France ne répond pas positivement à ses demandes d'aide financière pour relever l'économie centrafricaine, il se rapproche du bloc de l'Est pour soumettre ses demandes et vice-versa. C'était cela la politique diplomatique de Bokassa, une politique opportuniste. La France tolère cette politique opportuniste. Il n'est pas le dirigeant idéal, mais la France préfère que Bokassa continue de diriger la Centrafrique. L'intérêt de la France pour la Centrafrique est plus géopolitique qu'économique.
Les Français savent qu'au fond, Bokassa est un anticommuniste. Pour éviter l'expansion du communisme en Afrique centrale, Bokassa doit rester au pouvoir. Les dirigeants français n'ont jamais réellement réussi à dompter Bokassa. Bokassa ne s'entendait pas avec le président Georges Pompidou. C'est avec l'arrivée d'un certain Valéry Giscard d'Estaing aux affaires que les rapports entre la Centrafrique et la France vont s'apaiser. Et une profonde amitié va naître entre les deux hommes. En 1976, Bokassa décide de s'autoproclamer empereur. Il faut savoir que tout le long de sa gouvernance, Bokassa n'a fait qu'accumuler les titres et les médailles. En 1976, il est déjà président à vie et maréchal. Mais ces titres ne sont pas suffisants. Bokassa souffre d'un grand besoin de reconnaissance et d'admiration. Pour financer l'organisation de son couronnement, il puise des fonds dans le trésor public de son pays. Il reçoit aussi l'aide financière de quelques amis et de certains industriels occidentaux. La France va mettre la main à la poche. La position de Giscard est simple. Pour préserver l'influence française et la paix en Afrique francophone, il faut céder aux extravagances de Bokassa. Le couronnement a lieu le 4 décembre 1977 à Bangui. Des personnalités centrafricaines, africaines comme occidentales y assistent. Le tapage médiatique autour de l'événement est sans précédent. L'Élysée est mal à l'aise. Prudent, le président Valéry Giscard d'Estaing n'est pas présent. Il se fera représenter par René Djourniak et Robert Gallaye. Les chefs d'État africains populaires de l'époque, tels que Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire ou Mobutu du Zaïre, ont préféré décliner l'invitation au couronnement, ne préférant pas s'associer à ce que les médias occidentaux avaient qualifié de mascarade. 2 ans après son couronnement, Bokassa sera renversé par l'armée française sous ordre de son parent, Valéry Giscard d'Estaing. Sa chute sera fracassante et fascinante. Comme quoi en politique, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Nous en parlerons en détail dans le 3e et dernier épisode de cette saga. Je vous annoncerai la date de sortie de l'épisode dans quelques semaines. Bon, avant qu'on ne se quitte, laissez-moi vous dire qu'à partir du mois de mai, c'est vous qui décidez des thèmes qui seront abordés sur la chaîne. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un sondage qui est disponible dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. Vous aurez l'opportunité de choisir l'épisode du mois de mai 2024, alors n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet Communauté de la chaîne et sélectionner l'épisode qui vous intéresse. Vous avez le choix entre 3 thèmes, la crise anglophone du Cameroun, la guerre du Biafra ou un épisode sur la crise ivoirienne de 2002. Vous pouvez aussi me faire part de votre choix en commentaire. On se dit à la prochaine.